Bon, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Enfin, comme d'habitude, s'il y a un problème, vous me dites. Hein. Voilà, bah, on va peut-être attendre une petite minute que les retardataires arrivent. Donc voilà, je vous laisse considérer pendant ce temps les jolis graphes sur lesquels on s'était quitté la dernière fois. Donc on avait ces graphes qui représentaient donc des requêtes et une base de faits. Hein, et on devait trouver tous les homomorphismes des requêtes dans la base de faits, en déduire les ensembles de réponses. Et voilà, on avait commencé à le corriger, donc on va terminer là avant de passer au cours. Bien, bah, je pense que c'est l'heure de commencer. Bon, je vous laisse un petit peu la caméra, puis je l'enlèverai pour le cours. Hein, comme ça, vous verrez mieux les slides. Donc voilà, on avait donc, si je reprends, alors, je vais essayer d'avoir. Si vous voyez. Alors attendez. Le temps que je me cale. Hein. Ouais, normalement, vous voyez mon curseur. Bon, c'est pas terrible. Attendez, je vais essayer de faire mieux. Je retrouve plus mes outils en fait. Moi, ce que j'avais fait la dernière fois pour avoir des choses intéressantes. Bon, j'ai oublié. Bon, ça fait rien. On va travailler comme ça pour l'instant. Donc, pour ne pas y passer trop de temps, donc on a ces requêtes et puis une base de faits. Donc, on avait déjà fait le premier exemple. Donc, je vous mets ici, je vous rappelle, hein, parce que c'est vraiment... Vous allez voir, tout est affaire d'homomorphisme dans ce qu'on considère. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Donc là, j'avais une représentation graphe d'une requête Q1 qui a... Ah, mais vous voyez pas le curseur, zut. C'est nul, ça. Bon, je vais essayer d'arranger ça tout à l'heure. Et si je le fais comme ça... Non, c'est pas mieux. Ah, j'ai une mauvaise correspondance, en fait, entre mes deux écrans. Bon, voilà. Bon, je vais essayer d'arranger ça pour le cours, hein, mais pour l'instant, donc... On voit que Q1, elle s'écrit Q1 avec comme variable réponse x1 et x2. Donc ça correspond à la formule, donc ça veut dire trouver tous les x1 et x2 tels que il existe x3, p de x1b et p de x1 x2 et p de bx3 et p de x2 x3. Ce qu'on peut voir aussi comme un ensemble d'atomes. Donc P de x1b, de x1, P de x1 x2, P de bx3 et P de x2 x3. Donc la base de faits, on peut la voir aussi comme un ensemble d'atomes. Et on avait trouvé deux homomorphismes de Q1 dans la base de faits. Donc qui envoie X1 sur A. Ensuite B, évidemment, reste B. Ensuite X2 peut être envoyé soit sur B, soit sur C. Et de toute façon, X3 est envoyé sur D. Et comme les variables qui nous intéressent, ce sont X1 et X2, on a comme ensemble... Donc on a comme ensemble de réponses que je note Q1 sur F, donc en rouge en bas. Donc j'ai comme réponse AC et AB. Donc ça va pour tout le monde ça. Ah vous voyez le curseur? Oh je sais pas, c'est très étrange. Bon, je vais essayer d'arranger ça pour le cours après. Ah oui, ça y est, il y a le curseur. Mais en fait, il est pas. En fait, vous voyez le curseur, mais il est pas au bon endroit. Il est décalé. Bon bref. J'aurais dû régler ça avant le cours. Donc ensuite, on avait Q2 et Q3. Donc en fait, on n'a aucun homomorphisme de Q2 ni de Q3 dans F. Ce qu'on peut voir par exemple, si on essaye d'envoyer... donc je prends Q2, j'essaye d'envoyer X1 dans A,
Donc ensuite X2, il faudrait que je l'envoie sur B ou C, mais du coup, il faudrait que j'ai l'arc retour. Hein. Si j'envoie par exemple X1 sur A et X2 sur B, il faudrait que j'ai P de B1. Et ça, je l'ai pas. Donc là, on voit qu'on a deux arcs symétriques et on ne les retrouve pas dans F. Et puis si je prends Q3, donc Q3, vous voyez, ça fait un circuit en fait. Hein, j'ai P de X1, X2, puis P de X2, X3 et P de X3, X1. Et en fait, je n'ai pas de circuit dans F. Ce qu'il faut voir, c'est que si vous regardez les graphes, un homomorphisme, ça va conserver tous les chemins. Éventuellement, ça peut coller des chemins, etc. Mais s'il y a un chemin entre deux sommets, il va y avoir un chemin entre leurs images. Donc Q3, par exemple, Q3 fait un circuit entre X1, X2 et X3. Donc il faudrait que je retrouve ce circuit dans F. Et là, c'est pas possible. Donc j'espère que tout le monde est d'accord avec ça. Donc il n'y a pas de circuit, voilà. Et puis dernière requête Q4. Donc en fait Q4 c'est juste un. Bah, vous voyez en fait vous voyez le curseur décalé, hein, mais bon. Q4 c'est juste un chemin, hein, X1, X2, X3, X4. Donc un chemin de longueur 3, puisque dans un chemin on compte les arcs. Et donc ce chemin on le retrouve où? On le retrouve en faisant, vous avez le curseur décalé, donc on fait A, B, D, E, ou AB ou ACDE. Bon, finalement, c'est pas hyper intéressant comme exemple, mais bon, voilà, on a deux homomorphismes, donc qui envoient X1, X2, X3, X4 sur ABDE ou ACDE. Donc, on a deux réponses, hein, le couple AB et le couple AC. Voilà. Bon, ça aura laissé le temps à tout le monde d'arriver. Je vois que vous êtes plus nombreux que tout à l'heure. Donc, on arrête pour cet exercice et on va passer au cours d'aujourd'hui. Oui, je vais enregistrer pour le cours. Hein. Donc voilà, alors attendez, le temps que je mette tout ça en place. Donc le cours, en fait, si vous voulez, vous l'avez aussi, je vous ai mis sur Moodle une version des slides du cours d'aujourd'hui. En enlevant les réponses à certaines questions, vous remettrez les slides complets. Donc si vous voulez suivre sur les slides qui sont sur Moodle, vous pouvez les récupérer. Et j'ai également mis deux exercices qu'on fera tout à l'heure. Voilà, donc en attendant... Donc je vous demande 2 petites minutes le temps que je démarre tout ça. Alors, j'arrête de partager cet écran. Ah, c'est peut-être sur... Ok, j'y suis presque. Donc, voilà, je vais vous partager l'écran.
Bon voilà, on va pouvoir commencer. Donc normalement là, non. J'ai à nouveau perdu le crayon. Oh là là. J'arrive plus à utiliser les outils que j'avais la dernière fois. Ah oui, mais j'arrive plus à utiliser le... Alors attendez, je cesse le partage d'écran. Je voulais utiliser le crayon intégré à BBB. Ok, donc là je le vois. Ensuite, quand je partage mon écran, en fait j'ai perdu mon crayon. Voilà. Il me semblait qu'il y avait un crayon intégré à PowerPoint, c'est ça que je recherchais. Euh... Bon, c'est un problème parce que le cours va être nettement moins vivant là. Et je comprends pas ce qui se passe. Donc vous me laissez encore 2 minutes. Hein, vous pouvez finir votre café si vous voulez. Et puis après on commencera. Donc en fait là j'ai mon crayon, mais dès que je partage mon écran, je l'ai plus. C'est super embêtant. Ça y est, j'ai retrouvé mon stylo, je pense. Bon, voilà. Ouf, on va pouvoir commencer. Donc je vous enlève la caméra.
pour que ça passe mieux. Oui, c'est ça, il faudrait intégrer je trouvais plus le stylo. Donc vous voyez là j'ai. Non, bah ça y est, il marche plus. Ah, attendez. Ah, bah voilà, mon stylo ne marche plus encore. Voilà, c'est bon. Bon, écoutez, on va commencer parce que. Alors, voilà. Je commence à enregistrer. On va commencer le cours. Et puis, bon, vous me faites signe. Voilà. Ouais, je commence à enregistrer, c'est bon. Non, mais je voulais pas enregistrer tous mes errements de début de cours. Hein, on va commencer maintenant. Voilà. Donc, on commence le second cours de représentation de connaissances. Et on vient de corriger un exercice qui portait sur les homomorphismes. Et c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir en tête aujourd'hui. Hein. Comment fonctionne un homomorphisme. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de logique et faire le lien entre la notion de conséquence logique et la notion d'homomorphisme. Alors, je vais d'abord vous rappeler. Alors, vous m'interrompez à chaque fois que. Donc, soit en parlant, soit en écrivant, à chaque fois que c'est pas clair. Alors, je vais vous faire des petits rappels de logique que vous avez vu avec Jean-François, que vous avez vu auparavant en logique, j'imagine en L3. Mais vous allez voir, ce qu'on réutilise de la logique, c'est vraiment très 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 simple. Ça sera beaucoup plus simple que ce que vous avez fait en logique de description. Donc, on se donne d'abord un vocabulaire. Ce vocabulaire, il est composé d'un ensemble de prédicats et d'un ensemble de constantes. Alors, je le note V égale PC. Je suppose que c'était un petit peu comme ça que vous l'avez noté avec Jean-François. P, c'est l'ensemble des prédicats, c'est un ensemble fini. Et C, c'est l'ensemble des constantes. Et en général, on considère que l'ensemble des constantes peut être infini, puisque ben voilà, l'ensemble des constantes peut contenir, par exemple, tous les nombres qu'on peut avoir envie d'utiliser. Et puis, donc, quand on a un vocabulaire, on peut construire des formules sur ce vocabulaire. Donc, des formules qui utilisent ces prédicats, ces constantes et éventuellement des variables. Donc, ce qu'on appelle un atome, c'est quelque chose de la forme P, où P, c'est un prédicat. Et puis, un certain nombre d'arguments, E1, EK. Donc, P, c'est un prédicat de mon ensemble de prédicats. Et chaque argument EI, qu'on appelle un terme, c'est soit une constante, soit une variable. Et puis ensuite, une fois qu'on a un vocabulaire, on peut l'interpréter. Qu'est-ce que c'est qu'une interprétation? Donc vous avez déjà vu ça plein de fois, hein, en logique des propositions, en logique du premier ordre. Une interprétation, c'est une situation qu'il est possible de décrire avec ce vocabulaire. Donc c'est un monde possible complètement connu. Donc une interprétation du vocabulaire, alors je vais la noter I. Il y a plusieurs façons de noter, mais bon, elles reviennent à peu près tout au même. Hein. Donc dans une interprétation, j'ai un domaine. Ici, je le note D indicé par le nom de l'interprétation. Et puis, j'ai une fonction d'interprétation qui va interpréter chaque prédicat et chaque constante. Donc, mon domaine n'est pas vide. Donc, le domaine de l'interprétation, c'est l'ensemble des objets. Donc, si vous voyez l'interprétation comme la description d'un monde complètement connu, le domaine, c'est l'ensemble des objets que l'on connaît. Donc, il n'est pas vide. On suppose qu'il y a toujours au moins un objet dans le monde. Et ensuite, donc, on va interpréter le vocabulaire, c'est-à-dire pour chacune des constantes, on va dire à quel objet elle correspond. Donc, pour toute constante de l'ensemble des constantes du vocabulaire, l'interprétation de la constante appartient au domaine. Et puis, pour tout prédicat de mon ensemble de prédicats dans le vocabulaire, donc pour tout prédicat d'arité K, l'interprétation du prédicat est incluse dans le domaine puissance larité du prédicat. Donc autrement dit, si mon prédicat est unaire, son interprétation, c'est un sous-ensemble du domaine. Si le prédicat est binaire, son interprétation, c'est un ensemble de couples. Et s'il est KR, son interprétation, c'est un ensemble de K uplets construits sur le domaine. Donc par exemple, ici j'ai un vocabulaire donc, qui a un prédicat binaire P, une relation ternaire R, et puis juste deux constantes AB. Donc une interprétation de ce vocabulaire, c'est par exemple ça. Donc j'ai un domaine
avec 3 éléments du domaine, D1, D2, D3, donc restreint à 3 éléments. Donc il faut que je donne l'interprétation de la constante A et l'interprétation de la constante B. Donc je vais dire que A, dans ce monde-là, ça correspond à l'objet D1. B, ça correspond à l'objet D2. Et puis ensuite, je dis quelles sont les relations qui sont vraies entre mes objets, entre D1, D2 et D3. Donc je vais dire GP, donc c'est l'interprétation de P, je vais dire GP de D2, D1. Ce que j'écris, le couple D2, D1 appartient à l'interprétation de P. J'ai donc GP de D2, D1, D2, D3, D3, D2. Donc j'ai un ensemble de couples qui constituent l'interprétation de P. Et puis R, c'est un prédicat ternaire, donc je vais avoir un ensemble de triplets qui constituent l'interprétation de R. Donc ici, je vais dire j'ai la relation R entre D3, D3 et D1. C'est bon jusqu'ici? Ok, donc je vous ai rappelé vocabulaire, interprétation, et maintenant on va faire une petite hypothèse simplificatrice qui va nous simplifier un peu le formalisme. Donc c'est une hypothèse qu'on fait souvent en représentation de connaissances et qui va simplifier nos notations. Donc cette hypothèse, c'est l'hypothèse du nom unique. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler. Hein. En anglais, c'est Unique Name Assumption. Donc on écrit ça U-N-A. Hein, Unique Name Assumption. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on considère que quand on a deux constantes dans nos formules, deux constantes différentes désignent forcément des objets différents. Donc autrement dit, il n'est pas possible d'avoir un objet qui a deux noms, hein, qui est désigné par deux constantes différentes. Donc, ce qui veut dire que dans n'importe quelle interprétation de mon vocabulaire, si j'ai deux constantes différentes, elles s'interprètent par des éléments du domaine différents. D'accord? Donc, ça revient à dire qu'il n'y a pas d'alias pour désigner des objets. Hein. Chaque constante désigne un objet unique. Et du coup, en fait, on va simplifier nos notations, parce que si je reviens au slide précédent, vous voyez que dans une interprétation, il faut que je donne l'objet du domaine qui correspond à chacune des constantes. Donc je dis A c'est D1, B c'est D2. Et là, je vais pouvoir simplifier, je vais dire, en fait, dans une interprétation, je vais appeler de la même façon l'élément du domaine qui interprète une constante et la constante. Donc autrement dit, je vais supposer que dans le domaine d'une interprétation, je vais avoir déjà un élément pour chacune des constantes. Et cet élément, je vais lui donner le même nom que la constante. Donc souvent, ce qu'on dit, c'est ça. Quand vous trouvez toute constante s'interprète par elle-même, ça veut dire, je me suis pas embêté, comme je sais que deux constantes différentes représentent des éléments du domaine différents, je sais que de toute façon, dans n'importe quelle interprétation, j'ai déjà un élément du domaine qui représente chacune des constantes. Après, je peux en ajouter d'autres. Hein. Et donc voilà. Donc par la suite, ce que je fais, c'est que en fait, dans un domaine, je vais déjà mettre un élément pour chacune des constantes. Donc, si je reprends l'interprétation de tout à l'heure, là, donc tout à l'heure, j'avais donc A qui s'interprète par D1 et B qui s'interprète par D2. Donc là, maintenant, je vais faire plus simple. Je vais dire mon domaine, c'est A, B et D3. Donc A, c'est l'élément qui correspond à A, et B, c'est l'élément qui correspond à B. Donc une autre façon de le dire, c'est dans un domaine, en fait, j'ai toujours un sous-ensemble qui est en bijection avec l'ensemble des constantes. Et puis ensuite, vous voyez que ça simplifie un petit peu les choses parce que au lieu d'avoir D2, D1, là, j'ai directement donc D2 c'était B et puis D1 c'était A. Voilà. Ok, donc je fais une simplification. Hein. Je considère que dans une interprétation, tout domaine contient un ensemble d'objets qui est en bijection avec les constantes du vocabulaire et que j'appelle de la même façon. Donc, j'ai toujours ma même notion de vocabulaire, mais maintenant une interprétation, c'est défini de façon plus simple. Donc, je dis que une interprétation, c'est toujours un domaine, une fonction d'interprétation. Le domaine n'est pas vide, mais en plus, ce que je vais dire, c'est que l'ensemble des constantes du vocabulaire est inclus dans mon domaine. Et implicitement, ce que j'ai, c'est... Alors, on appelle par le même nom, même si c'est pas la même chose. Une constante et un élément du domaine, c'est pas la même chose. Mais ça revient à dire que voilà, pour toute constante, l'interprétation de cette constante, c'est l'élément de même nom dans le domaine.
Donc ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en programmation logique, par exemple. Quand on veut interpréter Prolog, etc., on dit toujours, ben voilà, chaque constante s'interprète par elle-même. Déjà, on commence par faire ça, ça simplifie les choses. Donc, je reprends, j'ai un domaine qui n'est pas vide, qui inclut toutes les constantes. Et ensuite, j'ai juste à dire que pour tout prédicat de mon vocabulaire, j'interprète ce prédicat. Ok ? Donc, on a fait disparaître l'interprétation des constantes. Et ensuite, donc, je vous rappelle qu'une interprétation, c'est un modèle d'une formule, si elle rend vraie cette formule. Donc, plus précisément, une interprétation, c'est un modèle d'une formule qui est close, construite sur le vocabulaire, si elle rend vraie cette formule. Alors, bien sûr, il faut que la formule soit construite sur le même vocabulaire. Sinon, je ne peux pas donner un sens à ma formule. Et puis ensuite, il faut que ma formule soit close. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire close? Je vous rappelle que ça veut dire que chaque variable est dans la portée d'un quantificateur. Parce que quand dans une formule, j'ai une variable libre, ben en fait, je ne sais pas trop comment l'interpréter. Voilà, donc par la suite, hein, je vous ai mis ça dans ce petit nuage, on n'interprétera que des formules closes. Donc, exemple. Je reprends mon interprétation de tout à l'heure, là, où vous voyez où j'ai directement les constantes dans le domaine. Et puis, je vais me poser la question, est-ce que chacune de ces formules est vraie ou fausse sur l'interprétation? Donc, la première formule F1, elle dit « Il existe x et y, tels que P de Bx et R de xxy ». Alors, est-ce que cette formule est vraie ou fausse dans l'interprétation? En fait, quand j'ai une formule qui est quantifiée existentiellement, en fait, cette formule est vraie si je peux trouver... Donc, quand je dis « il existe x », il faut que je trouve l'élément du domaine qui correspond à x. Hein. Donc, il faut que je trouve un élément du domaine qui correspond à x, un qui correspond à y, et éventuellement, c'est le même élément du domaine. Hein. Donc, il faut que je trouve cette situation, en fait, dans le monde que j'ai décrit ici. Hein. Donc, il faut que je trouve x et y, tel que j'ai P de Bx et R de xxy. Donc, autrement dit, il faut que je trouve un élément du domaine, tel que dans l'interprétation de P, j'ai B et cet élément du domaine. Et ensuite, si je prends cet élément du domaine, j'ai R de cet élément, et puis un autre élément. Donc, si je regarde de plus près, ici, qu'est-ce que je peux prendre pour X? Hein, je dans mon interprétation, là, j'ai BA et BD3. Donc, a priori, je peux prendre A ou B. Mais ensuite, il faut que j'ai R de xxy. Donc, forcément, c'est D3. Hein. Donc, X, je vais le remplacer par... Donc, ça correspondrait à D3. Et puis, Y, ça correspondrait à 1. Hein. Donc, en fait, on y reviendra. Mais quand on a une formule de cette forme-là, vous voyez, qui est quantifiée existentiellement et conjonctive, en fait, elle est vraie dans une interprétation. Si je peux associer à chaque variable un élément du domaine, qu'ensuite, après, je prends chacun des atomes, je remplace la variable par l'élément du domaine, et ça me donne ce qu'il faut trouver dans l'interprétation. Ça va pour tout le monde? Hein, donc ici, effectivement, cette interprétation est un modèle de F1, parce que pour X, je peux prendre D3, pour Y, je peux prendre A, et je trouve bien des tuples qui sont dans l'interprétation de P et de R. C'est bien clair pour tout le monde, ça? Donc, Denis, oui, en fait, j'étais pas sur la discussion publique, là. X égale D3 et Y égale A. Ouais, très bien. Donc, voilà. Vous pouvez vous exprimer oralement aussi, si vous voulez. Hein. Donc, si je prends la deuxième, qu'est-ce que je dis dans la deuxième? P de AB et P de BA. Alors là, c'est encore plus simple de vérifier, hein, puisque j'ai mis mes constantes directement dans mon domaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? P de AB est vrai si je trouve AB dans l'interprétation de P. Donc, est-ce que j'ai AB dans l'interprétation de P? Donc, alors, celle-ci, on avait dit que c'était bon. Hein. Donc, est-ce que j'ai AB dans l'interprétation de P? Non. Hein, donc, c'est fichu. Là, déjà, j'ai pas P de AB. Donc là, c'est pas bon. Et que dire de la dernière formule? Il existe X, P de XY. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle est vraie ou fausse dans l'interprétation? Elle n'est pas close. Ouais, voilà, c'est ça le problème. Vous voyez ici, en fait, si je voulais donner une valeur de vérité à cette formule, il existe X, P de XY, en fait, il ne faut pas considérer simplement une interprétation. Il faudrait en plus une assignation des variables libres. Alors, je ne sais pas si ça vous rappelle vos cours de L3.
Hein, vous vous souvenez, vous aviez une interprétation et une assignation des variables libres. Donc en fait, il aurait fallu que je dise, voilà, y, ça correspond à tel élément du domaine. Et dans ce cas, oui, je peux donner une valeur de vérité à la formule. Mais si j'ai pas une assignation des variables libres, je ne peux rien faire puisque je ne sais pas quoi faire du y. D'accord? Donc celle-ci, elle n'est pas close, on ne va pas l'interpréter. Donc là, c'était oui, non et pas close. Ok. Donc maintenant, on va en venir à ce qui nous intéresse vraiment. Pourquoi je vous rappelle tout ça? C'est pas juste pour vous faire de la logique. Hein. C'est que voilà, on a vu la dernière fois que... Alors attendez, non, je vous rappelle d'abord la conséquence logique. Donc je continue à vous faire de la logique. Donc, étant donné deux formules f et g, ah bah c'est malin, j'ai tout effacé là. Attendez, peut-être que je peux... Peut-être que je peux gommer ce que je viens de faire. Voilà. C'était pas très malin. Voilà, je vais remettre mon stylo. Donc je dis que G est conséquence logique de F. Hein, je l'écris comme ça, je dis de F, j'arrive à tirer G. Hein, de F, on produit G, c'est ce que ça veut dire. Hein. De F, on déduit G. Donc G est conséquence logique de F. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout modèle de F est un modèle de G. C'est-à-dire, dans tout monde où F est vrai, j'ai G qui est vrai. Ça veut dire que G découle intrinsèquement de F. Ça ne dépend pas du monde qu'on considère. C'est de toute façon, quelle que soit la situation, quelle que soit la façon d'interpréter le vocabulaire, à chaque fois que F est vrai, et G est vrai. Ok, donc toute situation où F est vrai, G est forcément vrai. Bon voilà, alors à quoi je voulais en venir? Ben, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire de la logique, mais à la base, on avait une base de faits et une requête, par exemple une requête conjonctive booléenne. Et je vous ai dit la dernière fois que donc une requête booléenne est conséquence logique d'une base de faits F si et seulement si on a un homomorphisme de Q dans F. Et puis on a admis ça, on a vu que c'était assez facile à manipuler, mais la question maintenant c'est pourquoi ça marche. Donc ce qu'on va regarder de plus près, c'est pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'une requête est conséquence logique d'une base de faits, hein, c'est-à-dire que intrinsèquement elle découle de la base de faits, hein, si et seulement si il existe un homomorphisme de Q dans F. Alors pour commencer, on va regarder ce que c'est que les modèles d'une base de faits. Donc une base de faits, on la prend sans variable, on n'a que des constantes. Oui, avant ça, je voulais revenir à cette conséquence logique-là. Hein. Quand je dis que Q est conséquence logique de F, ça veut dire, en fait, la base de faits, elle va représenter un ensemble de faits qui sont connus. Et ce que je vais dire, c'est que, quelle que soit, intuitivement, c'est quelle que soit la façon d'étendre la base de faits, c'est-à-dire, ma base de faits, elle dit, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont vraies, pour le reste, je ne sais pas. Mais quelle que soit la valeur de vérité de ce qui n'est pas dans la base de faits, eh bien Q va être vrai. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, à quoi ressemblent les modèles d'une base de faits? Par exemple, je prends F égale P de AB, P de BC et Q de C. Donc, si une interprétation est un modèle de F, à quoi ressemble cette interprétation? Qu'est-ce qu'elle va forcément contenir, d'après vous? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, ce que j'ai dit déjà, c'est que je voyais les constantes comme des éléments du domaine. Donc, dans mon interprétation, dans le domaine de mon interprétation, j'aurais forcément A, B et C. D'accord? Ensuite, pour rendre vrai ma base de faits, il faut rendre vrai chacun des atomes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aurai forcément AB dans l'interprétation de P, BC dans l'interprétation de P, et C dans l'interprétation de Q. Donc, autrement dit, l'interprétation de P contient forcément AB et BC, et l'interprétation de Q contient forcément C. Donc ça, je l'ai forcément dans tous les modèles de ma base de faits. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de commun à tous les modèles? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, est-ce que... Donc, je sais que dans tous les modèles, j'ai forcément... donc, AB dans l'interprétation de P, BC dans l'interprétation de P, et C dans l'interprétation de Q. Et est-ce que j'ai autre chose qui est commun à tous les modèles? Qu'est-ce que vous en pensez?
Dites-moi, est-ce qu'il peut y avoir... Voilà, est-ce que ma question est claire? Donc ce que je cherche à déterminer, c'est... Parce que pour savoir si une requête est conséquence de ma base de faits, il faut que je considère tous les modèles de ma base de faits. Et je suis en train de me demander, mais en fait, c'est quoi tous les modèles de la base de faits? Qu'est-ce qui est commun à tous ces modèles? Est-ce qu'on peut parler d'une intersection commune à tous ces modèles? Et en fait, donc je vois que vous ne réagissez pas, donc je continue. En fait, si je considère tous les modèles de F, eh bien en fait, ils contiennent ce qu'il y a de commun à tous ces modèles, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui correspond à ma base de faits. Parce imaginez que je dise, ben, pourquoi est-ce que j'aurais pas P de A qui est vrai dans tous les modèles de F? Ben ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, je peux prendre un modèle de F dans lequel j'ai AA qui appartient à l'interprétation de P, et puis un modèle de F dans lequel je n'ai pas AA qui appartient à l'interprétation de P. Donc dès que je considère quelque chose qui ne correspond pas à ce qui est dans ma base de faits, eh bien je trouverai toujours un modèle de la base de faits qui ne le contient pas. Donc finalement, ce que j'ai écrit ici, hein, donc l'interprétation de P, l'interprétation de Q, donc est-ce qui correspond exactement aux atomes de ma base de faits, c'est ce qui va être commun à tous les modèles de la base de faits. Hein. Dès que je prends autre chose, eh bien je peux trouver un modèle de la base de faits qui ne vérifie pas ça. Donc en fait l'important c'est ça. Une base de faits, elle a un unique plus petit modèle. C'est ce modèle que j'ai dessiné là pour ma base de faits exemple. Alors quand je dis un plus petit modèle, en fait c'est un modèle qui n'est plus un modèle si j'enlève un élément de l'interprétation d'un prédicat. Donc ici, si j'enlève de P le couple AB ou le couple BC, ou si j'enlève de Q C, eh bien ce n'est plus un modèle de ma base de faits. Donc très important, une base de faits a un unique plus petit modèle. Donc ici, pour ma base de faits exemple, donc le domaine c'est quoi? Il contient ABC, et puis éventuellement toutes les autres constantes du vocabulaire, hein, parce qu'a priori on met toutes les constantes du vocabulaire dans le domaine. Et puis ensuite j'ai l'interprétation et l'interprétation de P et l'interprétation de Q. Donc une base de faits a un unique plus petit modèle, et ce modèle il correspond exactement à l'intersection de tous les modèles de la base de faits. Ce qui veut dire que quand je veux savoir si une requête est la base de faits, j'ai pas besoin de passer en revue tous les modèles possibles et imaginables. Il suffit que je regarde ce qui est à l'intersection de tous les modèles. Et ça correspond exactement à ce qui est codé dans ma base de faits. Donc j'en viens à une autre notion qui est la notion d'un modèle. Donc on l'appelle modèle canonique. Alors quand on dit canonique, ça veut dire que c'est un modèle particulier, qui a un rôle particulier. Donc le modèle canonique d'une base de faits, ça va être le modèle qui correspond exactement à la base de faits. Donc on l'appelle aussi le modèle isomorphe à la base de faits. Donc je reprends, j'ai un vocabulaire, j'ai une base de faits F sur ce vocabulaire. Et le modèle canonique de ma base de faits, c'est quoi? C'est le modèle que je vous ai donné en exemple tout à l'heure. Hein. Donc je l'appelle M ici, son domaine. Alors M, j'aurais pas dû le mettre comme ça. Pour le domaine, je le mets en indice. Hein. Donc le domaine, il contient exactement toutes les constantes du vocabulaire. Et puis ensuite, pour tout prédicat, l'interprétation du prédicat dans ce modèle, c'est exactement ce que je trouve dans la base de faits. Donc je vais dire qu'un tuple C1CK est dans l'interprétation de P si j'ai P de C1CK dans ma base de faits. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. J'ai ma base de faits qui contient P de AB, P de BC et Q de C. Je dis voilà, l'interprétation de P c'est quoi? C'est AB et BC. L'interprétation de Q c'est C. Et puis si j'imagine que mon vocabulaire contient aussi un prédicat R, comme il n'apparaît pas dans ma base de faits, ici je dis l'interprétation de R c'est vide. Voilà. Et l'important c'est que ce modèle canonique, il correspond à l'intersection de tous les modèles de la base de faits. Donc quand on veut considérer si quelque chose découle de la base de faits, on n'a pas besoin de considérer tous les modèles. On regarde juste si ce modèle canonique est un modèle de ce qu'on cherche, de la requête qu'on cherche à prouver par exemple. Ça va pour tout le monde? Donc ça peut peut-être vous paraître une évidence là ce que je vous dis, parce que c'est vrai que ça paraît hyper simple. Hein. J'ai une base de faits et en fait je dis
j'ai toujours un plus petit modèle, unique. Voilà. Mais en fait, c'est pas si évident que ça, c'est pas vrai pour toutes les formules. Alors, je vais vous poser quelques petites questions là. Là, on revient à de la logique, hein. Imaginons que j'ai une formule qui s'écrit F égale P de A ou P de B. Est-ce que cette formule, elle a un plus petit modèle? Qu'est-ce que vous en pensez? A égale B. Alors, attendez, un modèle... En fait, un modèle, c'est quoi? Alors, on a dit les constantes, elles s'interprètent par elles-mêmes, et puis on regarde pas si A égale B, parce que de toute façon, on a dit que des constantes différentes désignaient des objets différents. Donc, A et B, c'est deux éléments du domaine différent. Donc, forcément, en fait, dans toute interprétation, j'ai A et j'ai B. Donc, effectivement, il y a un modèle qui... Enfin, il y a un modèle de la formule qui dit l'interprétation. Donc, la question, c'est quelle est l'interprétation de P ici, hein? Puisque pour tous les autres prédicats, on dirait que c'est vide. Parce qu'on s'en fiche, ça n'apparaît pas dans la formule, hein. Donc en fait, si ce que je peux dire, c'est que l'interprétation de P, par exemple, c'est juste A. Mais est-ce que j'ai pas un autre modèle de la formule? Un autre plus petit modèle? Bah oui, je peux dire, alors voilà. Comme j'ai un OU, en fait, j'ai deux plus petits modèles de ma formule, hein. Bah oui, en fait, la formule me dit P de A ou P de B. Quand est-ce que c'est vrai? Bah, soit quand j'ai P de A, soit quand j'ai P de B. Donc évidemment, je peux avoir P de A et P de B qui sont vrais tous les deux. Mais les plus petits modèles, c'est-à-dire le minimum qu'il faut pour satisfaire la formule, c'est soit que A soit dans l'interprétation de P, ça veut dire que P de A est vrai, soit que B est dans l'interprétation de P. Donc ici, finalement, j'ai deux plus petits modèles. Bon, ici, je les ai notés M1 et M2. Ok, donc en fait, de façon générale, dès qu'on a des disjonctions, donc des OU, eh bien, on peut avoir plusieurs plus petits modèles, et du coup, les raisonnements sont plus compliqués, hein, puisqu'on n'a plus un seul modèle à considérer. Ah zut, je vous ai déjà donné la réponse, j'espère que vous ne l'avez pas vue. Donc, deuxième formule, donc F, c'est P de A implique P de B. Ce qui est équivalent à ça, hein, à non P de A ou P de B. Donc, est-ce que cette formule a un plus petit modèle? Ou plusieurs? Ou pas? Alors, P de B, non P de A. Alors, non P de A, c'est pas un modèle, hein. En fait, ouais, ce qu'il faut voir, c'est que dans une interprétation, ça correspond à un monde qu'on connaît complètement. Donc, on dit tout ce qui est vrai. Donc, dans l'interprétation de P, on va mettre ce qui est vrai. Donc, si on dit que A est dans l'interprétation de P, ça veut dire qu'on a P de A. Et ce qu'on ne met pas dans l'interprétation de P, c'est faux. Donc, une interprétation, c'est vraiment un monde complètement connu. Donc, on décrit ce qui est vrai et tout le reste est faux. Donc, alors, je regarde ce que vous... donc, non P de A, ça, on peut pas... Enfin, non P de A, on peut pas le dire. Ça veut dire, on met pas 1 dans l'interprétation de P. P de B, ça veut dire qu'on met B dans l'interprétation de P. Donc Yanis dit c'est la même chose qu'avant, P de B. Donc en fait, ce que vous proposez là, c'est de dire que donc j'aurai un plus petit modèle qui à P donne la valeur B. Donc d'abord, est-ce qu'il rend vrai la formule? Bah oui, puisque j'ai P de B qui est vrai, donc ma formule est vraie. Mais est-ce que c'est vraiment le plus petit modèle? Oui, Camille, bravo, c'est ça. En fait, j'ai encore un plus petit modèle. C'est en fait ce que je peux dire, c'est que l'interprétation de P c'est vide. Parce que si c'est vide, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai ni A ni B dans l'interprétation de P. Donc évidemment, j'ai P de B qui est faux et j'ai non P de A qui est vrai. Hein, donc P de A qui est faux et donc non P de A est vrai, ça satisfait ce OU. Ou bien si on le voit sous la forme d'une application, P de A est faux, donc vous savez que l'implication est vraie. Donc ici, il y a un seul plus petit modèle avec l'interprétation de P qui est vide. Donc juste que vous voyez que qu'on a vraiment de la chance d'avoir des formules qui ont un unique plus petit modèle, parce que c'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est juste pour jouer un petit peu avec. Donc ici, on a plus petit un modèle, mais là, c'est un peu bizarre, c'est que l'interprétation de tous les prédicats est vide. Et ici, donc ici, on dit P de A,
et P de A implique B. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'interprétation de P, là? Hein, donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire? L'interprétation de P, elle contient quoi? Alors, vide. Ah, le problème, c'est que, regardez, pour satisfaire cette formule, elle a un « et » ici. Hein. Donc, il faut satisfaire P de A, et il faut satisfaire P de A implique P de B. Donc, il faut, de toute façon, satisfaire P de A. Hein. Ah, mais je sais pas pourquoi vous me dites vide, là, parce que... voilà, c'est que il faut satisfaire P de A. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A doit être dans l'interprétation de P. Donc forcément, j'ai déjà A dans l'interprétation de P. Voilà, donc c'est bien A. Voilà, A. Et, ok, mais si j'ai seulement A dans l'interprétation de P, est-ce que je satisfais la formule P de A implique P de B? Ah, j'ai mal mis mes parenthèses. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, hein? Alors, attendez. Je vais effacer ce que je vous ai mis. J'ai fait une erreur de parenthèse, là. Voilà, on revient un peu là-dessus. Attendez, il faut que je retrouve mon stylo. Voilà. Ah, mais non, mes parenthèses sont bonnes, là. Dans 1, c'est ça, c'est P de A implique P de B. Donc, en fait, j'ai P de A et P de A implique P de B. Ah, vous avez tous mal lu. Ok. Donc, vous êtes bien d'accord que pour rendre vrai F, comme il y a un et, il faut rendre vrai P de A et il faut rendre vrai P de A implique P de B. Pour rendre vrai P de A, forcément, l'interprétation de P, elle contient au moins A. Et ensuite, il faut rendre vrai P de A implique P de B. Comme P de A est vrai, pour satisfaire l'implication, il faut aussi satisfaire P de B. Donc voilà, ici, il y a un unique plus petit modèle qui contient A et B. J'espère que tout le monde est d'accord. Un plus petit modèle avec AB. Ok. Donc ça vous paraît un petit peu loin peut-être de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, mais c'est voilà, ça vous fait faire un petit peu de gymnastique pour mieux comprendre après. Donc autre formule, P de A implique non P de A. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment rendre vraie cette formule? Si cette formule a un modèle. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait que je mette? Donc si je fais l'interprétation de P, c'est vide. Donc ici j'ai P de A qui est fausse. Donc mon application est vraie. Ok. Hein, donc il y a un plus petit modèle avec l'interprétation qui est le P qui est vide à nouveau. Et puis dernière formule, donc je fais P de A et non P de A. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Donc là il n'y a aucun modèle, hein, puisqu'il n'est pas possible d'avoir A qui appartient à l'interprétation de P et A qui n'appartient pas à l'interprétation de P. Hein, parce que ça, il faut vraiment bien comprendre, c'est que quand on a une interprétation de... On décrit un monde qu'on connaît complètement. C'est-à-dire que non P de A est vrai si A n'est pas dans l'interprétation de P. Donc dans l'interprétation de P, on dit exactement tout ce qu'on a de vrai et tout le reste est faux. Voilà, donc tout ça pour vous dire que si vous considérez des formules logiques en général, elles peuvent n'avoir aucun modèle ou elles peuvent avoir plusieurs plus petits modèles. Hein. Tandis que là, avec nos bases de faits qui sont vraiment très simples, on a un unique plus petit modèle qui va suffire à regarder ce qui est impliqué par la base de faits, ce qui découle de la base de faits. Alors, Alexandre, si le modèle est vide, alors le modèle est vide, je sais pas ce que tu appelles le modèle est vide. Si l'interprétation de P est vide, hein, je pense que tu voulais dire plutôt. Hein. Donc, effectivement, tu peux... et si le modèle est un peu... Alors, je reprends. Oui, c'est bon, je comprends ta question. Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est que une formule... alors, je reprends. Donc,
On dit qu'une interprétation est un modèle d'une formule si elle rend vraie la formule. Et on peut s'intéresser à savoir si une formule est satisfiable, c'est-à-dire si elle a au moins un modèle. Et une formule peut être insatisfiable, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de modèle. Donc un modèle, c'est juste une interprétation qui rend la formule vraie. Donc quand tu dis qu'une formule n'a pas de modèle, enfin si tu dis une formule vraie ou fausse indépendamment d'une interprétation, ça n'a pas de sens. Hein. C'est vrai ou fausse dans une interprétation. Donc une interprétation est un modèle du formule, ça veut dire qu'elle rend vraie la formule. Elle n'est pas un modèle de la formule, ça veut dire qu'elle rend fausse la formule. Par contre, on va s'intéresser à savoir si une formule, par exemple, est toujours vraie, valide. C'est-à-dire si toutes les interprétations sont des modèles de cette formule. Ou bien si une formule est satisfiable, c'est-à-dire s'il y a au moins une interprétation qui la rend vraie. Ou si elle est insatisfiable, c'est-à-dire qu'aucune interprétation ne la rend vraie. Voilà, ok. Allez, on passe à la suite donc. Voilà, la dernière formule, là, elle est insatisfiable, elle n'a pas de modèle. Donc on a vu ce qu'était un modèle d'une base de faits, et maintenant on se dit, prenons une requête conjonctive booléenne, alors c'est un petit peu plus compliqué, parce que là on peut avoir des variables. Hein. Donc une requête conjonctive booléenne, je vous rappelle, c'est une conjonction d'atomes, mais on n'a pas seulement des constantes, on peut avoir des variables qui sont quantifiées existentiellement. Et alors, à quoi ressemble quand est-ce qu'une interprétation est un modèle d'une requête conjonctive? Donc ici, par exemple, est-ce que cette interprétation est un modèle de ma requête? Donc dans mon domaine, j'ai A, B et C. Je dis que dans l'interprétation de P, j'ai AB et BC. Donc ça signifie que P de AB est vrai, P de BC est vrai, hein, et tout le reste est faux en fait. Hein. Et puis dans l'interprétation de R, j'ai ABC et BCA. Et la question c'est, est-ce que I est un modèle de Q? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors comment est-ce que vous allez chercher si I est un modèle de Q? Vous allez dire j'ai X, j'ai Y, j'ai Z. Et en fait, il faut que je trouve des valeurs pour X et Y et Z dans mon domaine. Donc je vais trouver des valeurs. Je vais trouver comment envoyer X, Y et Z de façon à satisfaire P de XY, P de YZ et R de XZA. Donc par exemple ici, qu'est-ce qui va marcher? Est-ce que vous le savez là? Sur quoi je peux envoyer mon X, Y et Z? Donc ça, juste pour vous, enfin c'est juste pour vous montrer que savoir si une interprétation est un modèle d'une requête conjonctive, c'est quand même assez simple. Enfin, c'est quand même un problème qui est NP complet en général, hein, mais c'est assez simple à voir, c'est que on va essayer de trouver une valeur pour chacune des variables. Donc vous voyez, ça ressemble pas mal à un homomorphisme. Hein. Si l'interprétation, je la voyais comme un ensemble d'atomes, eh bien finalement, je chercherais un homomorphisme de ma requête dans mon ensemble d'atomes. Donc dites-moi là, X, Y et Z, et je pourrais les remplacer par quoi pour satisfaire ma requête? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez rien. Alors, P de XY, P de Y, mais c'est YZ là. Donc elle n'a pas de modèle, cette... Alors attendez, je me souviens plus si c'est... Bon, regardons si I est un modèle de Q ou pas. Hein. C'est peut-être pas un modèle, hein, effectivement. Donc P de XY, je pourrais essayer de... Donc P de XY, est-ce qu'il faut... J'ai soit X qui s'envoie dans A et Y dans B. D'accord? C'est-à-dire j'ai considéré AB. Et du coup, pour Y, j'ai B, pour Z, j'ai C. Ça serait la seule solution hein, pour satisfaire P de XY et P de YZ. Et puis ensuite, il faut que j'ai XZA, donc XCA, ZCC. Il faudrait que j'ai ACA, donc effectivement, ça marche pas. Ok. Donc I n'est pas... Enfin, c'est juste que... C'est pas que la requête n'a aucun modèle, hein, c'est que I n'est pas un modèle de Q. Donc ce qu'on peut voir sur cet exemple, c'est qu'une interprétation, c'est un modèle d'une requête Q. Si on trouve une application des termes
de la requête dans le domaine, c'est ce qu'on a fait là, tel que, alors je dis les termes, c'est-à-dire variables ou constantes, donc les constantes, je les envoie sur elles-mêmes, et puis donc les variables, je les envoie sur des éléments du domaine, et ce que je veux, c'est que pour n'importe quel atome de ma requête, si je remplace chaque variable ou constante par son image, je trouve quelque chose. Donc si mon atome c'est P de quelque chose, en remplaçant chacun des arguments par son image, j'obtiens un tuple qui est dans l'interprétation du prédicat P. Ok, donc vous voyez que c'est très très proche d'un homomorphisme. Donc ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est qu'une base de faits a un unique plus petit modèle, qui a exactement la même structure que la base de faits, et qui est suffisant pour tester si quelque chose découle de la base de faits. Et puis, pour tester si une requête est vraie dans une certaine interprétation, finalement, on va chercher quelque chose qui ressemble à un homomorphisme, c'est-à-dire qu'on va chercher à remplacer chaque variable par un élément du domaine de façon à trouver chacun des atomes dans l'interprétation. Donc on y est presque là. Hein, donc ce que je vous ai dit, alors ça doit moins vous étonner maintenant, c'est que donc ce qu'on a, c'est que Q est conséquence logique de F si et seulement si il existe un homomorphisme de Q dans F. Alors pourquoi est-ce que c'est vrai? On a tous les éléments pour comprendre pourquoi c'est vrai. Donc on va montrer que c'est vrai dans chaque sens. Hein. Donc on suppose d'abord que Q est conséquence de F. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout modèle de F est un modèle de Q, rend vrai Q. Donc en particulier, je peux prendre le modèle canonique de F, donc celui qui a exactement la même structure de F. Je l'appelle M. Comme tout modèle de F est un modèle de Q, le modèle canonique aussi est un modèle de Q. Et on a vu que pour satisfaire une requête, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va essayer de remplacer chacun des termes de la requête par des éléments du domaine. Mais ici, les éléments du domaine, ça correspond à quoi? Ça correspond aux constantes de ma base de faits. Hein. Donc j'ai une application. Donc si le modèle canonique de la base de faits est un modèle de Q, ça veut dire que j'ai une application des termes de Q dans le domaine. Et puis en fait, le domaine, c'est l'ensemble des constantes finalement. Tel que pour toute constante, la constante a pour image elle-même. Et pour tout atome de la requête, P de 1 EK de la requête, j'ai le tuple F de 1, F de 1 à l'interprétation de P. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que F de 1 EK appartient à l'interprétation de P? Ça veut juste dire que j'ai P de F de E1 EK, comme c'est le modèle canonique de la base de faits. Donc P de F de E1 EK qui appartient à la base de faits. Et ça, c'est exactement la définition d'un homomorphisme. Hein. J'ai un homomorphisme de Q dans F. Je peux envoyer donc les termes de Q, donc les constantes sur elles-mêmes, donc ça on peut oublier. Donc j'envoie les variables de Q dans les éléments du domaine qui correspondent en fait à des constantes de la base de faits. Et puis je vérifie le fait que si j'ai un atome dans ma requête, eh bien en remplaçant chaque élément par son image, je trouve un atome qui est dans la base de faits. Donc c'est bien un homomorphisme de la requête dans la base de faits. Donc autrement dit, si Q est conséquence logique de la base de faits, on a montré que forcément il y avait un homomorphisme de Q dans la base de faits. Et puis dans l'autre sens, si on a un homomorphisme de Q dans la base de faits, ça veut dire que tout modèle de F est un modèle de Q. Donc, imaginons qu'on ait un homomorphisme de Q dans la base de faits. En fait, cet homomorphisme de Q dans la base de faits, ça montre que le modèle canonique de F est un modèle de Q. Pourquoi? Parce que le modèle canonique de F, il a exactement la même structure que F. Donc un homomorphisme de Q dans la base de faits, finalement, ça me donne l'application des variables de Q dans le modèle associé à la base de faits qui va rendre vraie ma requête. Et comme le modèle canonique, ce qu'on a vu, c'est que le modèle canonique de la base de faits, ça correspond à l'intersection de tous les modèles de la base de faits. Donc on en conclut que tout modèle de la base de faits est un modèle de Q. C'est-à-dire que de F a pour conséquence Q.
Donc voilà, vous pourrez revoir ça à tête reposée, mais j'espère que c'est un peu moins mystérieux pour vous, quoi. Le fait que finalement, avec un homomorphisme, on peut tester la conséquence logique. Ça repose sur le fait que la base de fait a un modèle canonique qui correspond, un plus petit modèle qui correspond à l'intersection de tous ces modèles. Il suffit de considérer cette intersection pour savoir ce qui découle de la base de fait. Et puis pour tester si une requête conjonctive est vraie, comme la requête c'est il existe et puis une conjonction, finalement on va chercher à remplacer chaque variable par un élément du domaine dans l'interprétation, de façon à satisfaire la requête, ça revient à chercher un homomorphisme. Bon voilà, j'arrête d'épiloguer là-dessus. Hein. Donc la conséquence logique entre requête et base de fait, ça correspond à la recherche de homomorphisme. Maintenant, on n'avait pas que des bases de faits, là, on avait quand même des règles en plus. Hein. Donc on avait des bases de connaissances composées d'une base de faits et vous vous souvenez d'une base de règles datalogue. Et donc on va s'intéresser à la conséquence logique à partir d'une base de connaissances. Et ce que je vous ai dit, c'est que une base de connaissances, on la voit comme la conjonction de la base de faits et de toutes les règles. Donc, quelque chose est un modèle de la base de connaissances si c'est un modèle de chaque fait et un modèle de chaque règle. Donc, par exemple, ici, j'ai une base de connaissances qui est composée d'une base de faits et d'une base de règles. Dans la base de faits, j'ai P de AB et P de BC. Et puis, j'ai deux règles, R1 et R2. Donc, R1 qui dit si P de XY, alors Q de Y. Alors, il faut se souvenir que c'est quel que soit X, quel que soit Y, hein, on simplifie. Si P de XY, alors Q de Y. Et R2 dit si j'ai Q de X et P de XY, alors j'ai R de Y. Et puis ce qu'on va se poser comme question, c'est la même question qu'on s'est posée pour les bases de faits, c'est à quelles conditions quelque chose va être un modèle de ma base de connaissances. Eh bien d'abord, il faut que ce soit un modèle de la base de faits. Donc il faut satisfaire chacun des atomes de la base de faits. Il faut satisfaire P de AB. Donc forcément AB doit être dans l'interprétation de P. Donc le I devrait être en exposant là. Et puis comme j'ai P de BC dans ma base de faits, il faut que BC soit dans l'interprétation de P. Ensuite, I est un modèle de la base de connaissances si c'est un modèle de chaque règle. Alors pour satisfaire R1, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, à chaque fois qu'on trouve un couple dans l'interprétation de P, donc D1, D2, il faut qu'on ait aussi D2 dans l'interprétation de Q. Hein, puisqu'à chaque fois qu'on a P de XY, il faut qu'on ait Q de Y. Ça va? Donc satisfaire... Parce que la règle, elle s'écrit quel que soit X, quel que soit Y. Donc, ce qui veut dire que pour chaque élément du domaine, si on remplace X et Y par n'importe quel élément du domaine, eh bien, il faut qu'à chaque fois que j'ai une valeur pour X et une valeur pour Y qui forment un couple dans l'interprétation de P, il faut que la valeur pour Y soit dans l'interprétation de Q. Donc, par exemple, si je remplace X et Y par AB, eh bien, il faut que j'ai B dans l'interprétation de Q. D'accord? Et R2, qu'est-ce qu'elle nous dit? En fait, elle nous dit que pour qu'elle soit satisfaite, R2, donc à chaque fois que j'ai un élément du domaine qui est dans l'interprétation de Q, et que cet élément est premier élément d'un couple dans l'interprétation de P, alors le deuxième élément de ce couple dans l'interprétation de P est dans l'interprétation de R. Donc autrement dit, qu'est-ce qu'on... Alors je sais plus ce que j'ai prévu comme slide après. Oui, donc toujours ma même base de connaissances. Hein. Donc avant d'avancer, là, est-ce que... voilà, pour voir si vous avez bien compris, là j'ai 3 interprétations et je vous dis, est-ce que ce sont des modèles de la base de connaissances? Donc allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir P de AB qui est vrai. C'est bien le cas ici. On doit avoir P de BC qui est vrai. C'est bien le cas. Donc I, c'est bien un modèle. Ouais, mettez vos réponses, voilà, on va vérifier. Hein. Donc I, c'est bien un modèle de F. Ok. Après, donc il faut satisfaire R1. Donc R1 nous dit, donc si j'ai P de AB,
il faut que j'ai Q de B. Donc B est dans l'interprétation de Q, ça colle bien. Si j'ai P de BC, il faut que j'ai Q de C. C'est bon pour l'instant. Hein, donc j'ai... en fait, I, elle satisfait. Donc I pour l'instant, c'est un modèle de F, ok. C'est un modèle de R1. Reste à voir R2. Donc si j'ai... donc qu'est-ce que j'ai dans Q? J'ai Q de B. Donc je peux remplacer X par B. Donc Q de B et P de BC. Donc il faut que j'ai R de C. Et en fait, j'ai pas R de C. D'accord? Donc ici, I, c'est bien un modèle de F, c'est bien un modèle de R1, mais ce n'est pas un modèle de R2. Ok? On a baissé son C. Alors Guillaume, je sais pas ce que tu voulais dire, c'était ça, hein, c'est R2 qui est pas satisfaite. Bon, c'était autre chose. Bon, ok. Donc vous êtes tous d'accord, la première interprétation, c'est un modèle de F, un modèle de R1, mais c'est pas un modèle de R2. Donc allez, si vous n'avez pas compris, vous avez une chance de comprendre avec la deuxième. Donc on recommence. Donc la deuxième, est-ce que c'est un modèle de F? Donc on a bien AB dans l'interprétation de P. Oui, du coup, c'est pas un modèle de K. Hein, oui, David. Hein, en fait, donc si je reviens... je suis pas allé dans le bon sens. Voilà, ce que j'ai dit, c'est que K, d'un point de vue logique, c'est vu comme la conjonction de F et de toutes les règles. Donc un modèle de K, c'est un modèle de chaque fait de la base de fait et de chaque règle. D'accord? Donc si je reprends mon exemple, ma base de fait, elle dit, enfin ma base de connaissances, elle me dit j'ai P de AB qui est vrai, j'ai P de BC qui est vrai, j'ai la règle R1 qui est vraie et j'ai la règle R2 qui est vraie. Donc pour être un modèle de ma base de connaissances, il faut satisfaire P de AB, P de BC, la règle R1 et la règle R2. Donc dans la situation décrite par I, en fait cette base de connaissances n'est pas vraie, puisque la règle R2 n'est pas vérifiée. Donc I n'est pas un modèle de K. Donc deuxième. Donc est-ce que I est un modèle de K? Alors est-ce que c'est un modèle de F? On a bien AB et BC. Oui, mais David, tu as raison de poser des questions. Et puis je pense que d'autres personnes se posent les mêmes questions que toi, donc n'hésite pas. Donc P2AB, P2BC, on les a. Donc cette deuxième interprétation, c'est bien un modèle de F. Est-ce que c'est un modèle de R1? Donc on a P2AB, il faut qu'on ait Q2B, d'accord? Donc on l'a. P2BC et il faut qu'on ait Q2C, on l'a. Donc c'est bien un modèle de R1. Ok? Est-ce que c'est un modèle de R2? Donc R2 nous dit si j'ai Q de X et P de XY, donc pour n'importe quelle valeur, d'accord, de X et de Y, donc que je prends dans mon domaine. Donc, si j'ai ça qui est vrai, il faut que R de Y soit vrai. Donc X, je peux le remplacer par B, d'accord? Donc j'ai Q de B, ensuite j'ai P de BC, donc si je remplace X par B et Y par C, j'arrive à satisfaire le corps de la règle, et du coup, forcément, il faut que je satisfasse la tête de la règle. Donc il faut que je trouve C dans l'interprétation de R. Et qu'est-ce que j'ai comme autre possibilité de satisfaire le corps de R2? Eh bien, si j'ai Q de C et rien d'autre, en fait, hein. Q de C, j'ai pas C de quelque chose, donc R2 est bien satisfaite. Ok, ça va? Donc I est bien un modèle de ma base de connaissances. Troisième cas, mets le A. Alors Andrea, mets le A. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire le A étant trop, c'est ça Andrea? En fait, j'ai un monde, là, où j'ai plus qu'il ne faut pour satisfaire F et R. Donc effectivement, c'est un modèle qui... En fait, intuitivement... non, c'est pas faux, mais intuitivement, voilà, c'est ça. Ce qui te choque, c'est que finalement... Euh, dans ce monde-là, j'ai des choses qui sont vraies et qui sont pas forcément vraies dans tous les modèles de ma base de connaissances.
C'est-à-dire ici, je considère que j'ai R de A, finalement, et j'aurais pas R de A dans tous les modèles de ma base de connaissances. Donc j'ai le droit de dire qu'en plus j'ai R de A, hein, pourquoi pas. Ce qu'il faut, c'est que je satisfasse au moins F et chacune des règles. Donc c'est pas faux, c'est juste que, effectivement, c'est pas un plus petit modèle, si cette notion a un sens, hein, de ma base de connaissances. Voilà, Andrea, tant qu'on a au moins R1 et R2, ouais, c'est vraiment ça, hein, c'est... Alors, je reprends. La base de connaissances, elle dit, voilà, j'ai ces faits-là qui sont vrais, et j'ai ces règles-là qui sont vraies. Et je vais dire qu'une interprétation est un modèle de ma base de connaissances si effectivement elle rend vraie ma base de connaissances, c'est-à-dire si elle rend vrai chaque fait et chaque règle. Éventuellement, elle peut rendre des choses vraies en plus. Hein. Ici, dans la deuxième interprétation, j'ai R de A qui est vrai. Et ce qui ne découle pas en fait de ma base de connaissances, parce que ce n'est pas vrai dans tous les modèles de la base de connaissances. Donc effectivement, ça, c'est pas, en fait, I, c'est pas un plus petit modèle de ma base de connaissances. On pourrait, si on enlevait le A de l'interprétation de R, ce serait toujours un modèle de ma base de connaissances. Et d'ailleurs, ah bah d'ailleurs, ça nous donne l'interprétation du dessous. Hein. Alors, je sais pas pourquoi l'interprétation de P est passée ici. Donc Alexandre, I n'est pas un modèle de R2 pour le second. Si, hein, on a mis I, c'est un modèle de F, R1 et R2. Donc Alexandre, tu me dis, vu que Q de X est rempli, c'est pas un souci si P de X est... Mais si, il faut que P de... Ah oui, non mais là, attends, il faut revoir... alors là, Alexandre, il faut revoir carrément ce que veut dire... Qu'est-ce que veut dire R2 ? R2, elle dit, pour tout X, pour tout Y, si j'ai Q de X et P de XY, alors j'ai R de Y. Donc cette implication, elle est vraie si... À chaque fois que Q de X et P de XY sont vrais, j'ai R de Y qui est vrai. D'accord. Par contre, donc par exemple, si je prends Q de A, j'ai Q de A, j'ai pas P de A quelque chose, donc de toute façon, je n'ai pas... Donc imaginons que pour X, je prends A et pour Y, je prends B. Hein, je suis dans la deuxième interprétation. Donc pour X, je prends A, pour Y, je prends B. Donc Q de A, effectivement... Q de A, c'est faux dans mon interprétation, donc ça veut dire que la partie, le corps de ma règle sera pas satisfait. Hein. Donc là, en fait, satisfaire chaque règle, hein, une règle, ça s'écrit comme ça s'écrit si body alors head. Satisfaire une implication comme ça veut dire que à chaque fois qu'on arrive à satisfaire le body B, on doit satisfaire la tête H. Par contre, si on n'arrive pas à satisfaire B, si B, on est dans une situation où B n'est pas vrai, bah, l'application est vraie de toute façon. Donc, Alexandre, ça marche pour Q de C, P de BC donne R de C. Bah oui, en fait, qu'est-ce que tu as En fait, si tu remplaces X par C, en fait, je comprends pas ce que tu écris là. Q de C, P de BC, ça voudrait dire quoi là? Ça veut dire... Q de B. Ah, ok. Donc voilà, si je remplace... Donc imaginons, je dis, bah voilà, pour que R2 soit vrai, il faut que ce soit vrai pour tout couple d'éléments du domaine, donc X et Y. Donc je dis par exemple, prenons X qui est égal à B et Y qui est égal à C. Donc Q de B est faux. Ah non, Q de B est vrai, pardon. Et puis Y qui est égal à C, donc ça me fait P de BC. P de BC est vrai aussi, et j'ai bien R de C qui est vrai. Voilà. Donc souvenez-vous, à une application, en fait, elle est vraie. Soit, pourquoi je m'intéresse qu'au couple d'éléments XY qui permettent de satisfaire le corps de la règle, parce que si le corps de la règle n'est pas satisfait, de toute façon l'application est vraie. Hein. Donc prenons la dernière interprétation. Donc ici j'ai donc P de AB, P de BC, donc je satisfais bien ma base de fait. Ensuite, est-ce que je satisfais la règle R1 ? À chaque fois que j'ai P de XY, j'ai Q de Y. Donc P de AB,
j'ai Q de B, P de BC, j'ai Q de C. Donc vous voyez, R1, elle est bien satisfaite. Et après R2, pareil, hein, je prends toute valeur possible pour X et Y et je regarde si effectivement la règle est vraie. Donc ici, si je prends Q de B, j'ai P de BC et j'ai bien R de C, donc c'est bon. Si je prends Q de C, de toute façon, je n'ai pas de Y qui correspond ici, donc c'est vrai aussi. Donc I, c'est bien un modèle de F, R1 et R2. Et en fait, vous voyez que c'est un modèle qui est... en fait, I est incluse. Hein, I est incluse dans l'interprétation du dessus. Parce qu'on n'affirme pas que... Dans la dernière, là, on n'affirme pas que A est dans l'interprétation de R. Ok, donc tout ça pour vous dire quoi? Bah pour dire que on a de la chance. En fait, quand on a des bases de connaissances comme ça, où on a une base de faits et une base de règles Datalog, la base de connaissances possède un unique plus petit modèle. Donc encore une fois, ça va être pratique, parce que pour savoir ce qui est conséquence de la base de connaissances, il suffira de considérer cet unique plus petit modèle, parce qu'il contient exactement ce qui est vrai dans tous les modèles. Donc il va correspondre à l'intersection de tous les modèles de la base de connaissances. Et effectivement, si on revient à ce qu'on vient de faire, la dernière interprétation ici, elle correspond à un plus petit modèle de la base de connaissances. Elle rend vrai exactement ce qui est vrai dans tous les modèles. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Donc, c'est toujours là j'ai toujours ma même base de connaissances. Donc, quel est son plus petit modèle? Ben, on va essayer de construire le plus petit modèle. Vous allez voir qu'on revient à ce qu'on avait déjà vu. Ce qu'on voit, c'est qu'il faut satisfaire tous les faits. Donc, il faut satisfaire AB et BC. Au moins ça. Ensuite, bon, normalement, c'est fini pour B. Ensuite, pour Q, comme on a AB, pour rendre vrai R1, hein, comme on a AB dans l'interprétation de P, et ben forcément, il faut qu'on ait B dans l'interprétation de Q. Et puis ensuite, comme on a BC dans l'interprétation de P, pour satisfaire la règle R1, il faut qu'on mette C dans l'interprétation de Q. Hein, et puis ça va être suffisant. Et puis pour R, pour rendre vrai la troisième règle, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, comme on a Q de B et P de BC, il faut qu'on mette C, vous êtes d'accord, pour satisfaire la dernière règle dans l'interprétation de R. Et puis c'est tout. D'accord? Donc ça correspond à un plus petit modèle de ma base de connaissances. Et plus petit modèle, bah, vous voyez bien en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis partie de ma base de faits, donc ce qu'il fallait rendre vrai pour rendre vrai la base de faits. Et puis après, pour satisfaire chaque règle, c'est un peu comme si j'avais cherché à appliquer chaque règle. Donc j'ai regardé à chaque fois que je trouvais des valeurs pour X et Y qui rendent vrai le corps de R1, je me suis dit, il faut aussi rendre vrai la tête de R1. Donc ça correspond à une application de règle finalement. Et pareil, pour satisfaire R2, j'ai cherché des valeurs pour X et Y. Et je me suis dit, si c'est vrai dans mon interprétation que j'ai construite jusqu'à présent, eh bien, il faut absolument que je mette la valeur de Y dans l'interprétation de R. Donc j'ai fait quelque chose qui ressemble à une saturation de la base de faits avec la base de règles. Donc, je reprends. Donc, toute base de connaissances possède un unique plus petit modèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tout autre modèle de la base de connaissances, pour tout prédicat, donc l'interprétation du prédicat dans le plus petit modèle est incluse dans l'interprétation du prédicat dans un autre modèle. C'est-à-dire que dans ce plus petit modèle, je mets ce qui est vrai dans exactement tous les modèles. Donc ensuite, pourquoi est-ce que c'est super d'avoir ça? Parce que maintenant, si j'ai une requête conjonctive booléenne, pour déterminer si Q est conséquence de la base de connaissances, c'est-à-dire si tout modèle de K est un modèle de Q, il suffit de regarder si le plus petit modèle de K est un modèle de Q. Donc si c'est le cas, comme tout modèle de la base de connaissances contient ce modèle, eh bien ce sera aussi un modèle de Q. Donc si le plus petit modèle de K est un modèle de Q, eh bien tous les modèles de K sont des modèles de Q.
Et puis sinon, bah, j'ai trouvé un modèle de la base de connaissances qui n'est pas un modèle de Q, et dans ce cas, Q n'est pas conséquence de la base de connaissances. Ça va, vous suivez jusqu'ici? On a à peu près fini sur la partie logique. Bon voilà, il y avait en plus propre ce que je vous ai fait au bouillon. Donc finalement, je vous rappelle ce qu'on a vu la dernière fois. On avait vu le mécanisme de chaînage avant. Donc on part de la base de faits et puis on calcule tous les faits qui sont conséquences de la base de connaissances, de la base de faits et des règles. Ce qu'on avait vu aussi, c'était la notion d'application de règles. Donc une règle est applicable à une base de faits s'il y a un homomorphisme du corps de la règle dans la base de faits. Et ensuite, pour appliquer la règle à la base de faits suivant cet homomorphisme, on va ajouter la tête de la règle à laquelle on applique l'homomorphisme comme une substitution. Et donc on ajoute ça à F. Ouais, je vais répondre à la question, mais donc dans ce petit exemple, on a donc une règle qui dit que si X est financé par Y, alors X est lié à Y. Vous vous souvenez, c'était l'exemple sur les conflits d'intérêts. Je peux appliquer ma règle sur ma base de faits en envoyant X sur Bob et Y sur C. Et du coup, je vais en déduire que, en appliquant ma règle, je vais produire le fait qui dit que Bob est lié à Y. Alors oui, pourquoi est-ce que ça s'appelle chaînage avant? Alors Yasmine, oui, c'est un peu... Ah non, c'est pas tout à fait ça, c'est que on verra qu'il y a deux grands mécanismes, hein. Le chaînage avant, c'est qu'on part de la base de faits et puis on applique les règles. Hein, donc on applique les règles en disant je sers à satisfaire le corps de la règle et je produis quelque chose à partir de la tête de la règle. Donc en fait je parcours les règles en avant comme ça. Je pars du corps et je vais vers la tête. Donc je prends ma base de faits, je cherche à appliquer mes règles et je produis tous les faits qu'il est possible d'obtenir en appliquant les règles. Et puis ensuite on verra qu'il y a un mécanisme de chaînage arrière. Donc cette fois-ci je pars d'une requête et je vais remonter le long des règles pour trouver les réponses à ma requête. Donc ça, on le verra la prochaine fois. Hein, donc chaînage avant, je pars des faits, j'applique les règles, et le chaînage arrière, je partirai d'une requête et je vais remonter le long des règles. Ok, donc on a vu ça la dernière fois. On avait vu l'exemple des pistes cyclables, je vous souvenez, avec direct et chemin. On avait calculé la base de faits saturée, donc si on y revient. Hein. Donc et ce que je voudrais que vous voyez, c'est qu'en fait, faire la saturation avec les règles, donc appliquer itérativement les règles sur la base de faits, ça revient finalement à calculer un plus petit modèle de la base de connaissances. Hein, on dit voilà, dans ce plus petit modèle, on rend vrai tout ce qui est dans la base de faits. Et puis ensuite, appliquer les règles, ça correspond à dire qu'est-ce qu'il faut ajouter pour satisfaire la règle. Donc je sais pas si j'ai un exemple. Alors essayons de. Donc là, le F étoile, c'est ce que j'obtiens en appliquant les règles tant que possible. Donc maintenant, imaginons que j'essaye de construire un plus petit modèle de F et de R. Donc dans ce plus petit modèle, donc je vais avoir un domaine qui contient A, B, C et D. Et puis bon, s'il y avait d'autres constantes dans mon vocabulaire, éventuellement, il y aurait d'autres choses. Et puis ensuite, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que dans l'interprétation de direct, eh bien j'ai AB, et puis etc. tous mes faits. Et puis ensuite, je vais dire dans l'interprétation de chemin, qu'est-ce qu'il faut que j'ai absolument? Eh bien, par exemple, je dis, bah voilà, il faut se souvenir que les règles, c'est X et Y sont quantifiés existentiellement. Donc, si je remplace X par A et Y par B, j'ai direct de AB qui est vrai ici dans mon interprétation que je suis en train de construire, qui correspond à ma saturation de la base de faits. Donc, forcément, il faut que j'ai chemin de AB. Donc quand je fais le chaînage avant, ça correspond à ajouter chemin de AB à ma base de faits courante. Et puis si j'essayais de construire un modèle, ça correspondrait à dire je vais ajouter le couple AB dans l'interprétation de chemin. Donc je ne vais pas le faire en entier, mais autrement dit, voilà. Quand je sature une base de faits en appliquant les règles,
et je construis une base de faits saturée, je fais exactement la même chose que si j'essayais de construire un plus petit modèle de ma base de connaissances. Hein, je dirais d'abord, je renverrai tout ce qui est dans la base de faits, et puis essayer de satisfaire les règles, ça revient à faire la même chose que des applications de règles. C'est tout ce que j'avais. Oui, voilà. Donc ce que je vous avais dit, c'est que bon, voilà, j'ai toujours les mêmes bases de connaissances. En appliquant les règles de l'ensemble de règles, en partant de la base de faits, on obtient un unique résultat qu'on appelle la base de faits saturée, hein, ou la saturation de la base de faits par les règles, que j'avais noté F étoile. On avait vu que cet ensemble il est fini parce qu'on ne créait pas de nouvelles variables, donc au bout d'un moment, de toute façon, donc vous voyez, on a un ensemble de constantes qui est fini, donc au bout d'un moment, on aura produit tous les atomes sur ces constantes. Et puis, on avait vu que si on s'intéressait aux réponses à une requête conjonctive sur la base de connaissances, en fait, ce qu'on pouvait, c'est considérer simplement la base de faits saturée. Et pourquoi est-ce que ça marche? Eh bien, parce que, à cause de ce qu'on vient de voir, c'est que le modèle canonique de la base de faits saturée, donc la base de faits saturée, c'est une base de faits. On a vu qu'on avait un modèle canonique d'une base de faits, hein, le plus petit modèle de cette base de faits. Donc si je prends le plus petit modèle de la base de faits saturée, ce modèle canonique, ça correspond effectivement au plus petit modèle de la base de connaissances. Donc autrement dit, pour savoir si une requête conjonctive booléenne est conséquence de la base de connaissances, c'est-à-dire si tout modèle de la base de connaissances est un modèle de la requête, il suffit de considérer l'unique plus petit modèle de la base de connaissances, qui va être l'intersection de tous les autres modèles, de tous les modèles de la base de connaissances. Et cet unique plus petit modèle, on peut le calculer en fait en saturant la base de faits. Ça correspond au modèle canonique de la base de faits saturée. Et c'est pour ça, on a vu tout à l'heure la correspondance entre conséquences logiques à partir d'une base de faits et homomorphisme. Donc c'est pour ça qu'on a ça, c'est que donc si je prends une requête conjonctive booléenne, elle est conséquence donc de la base de connaissances, c'est-à-dire la base de connaissances répond oui sur la requête conjonctive s'il y a un homomorphisme de la requête dans la base de... Oh, qu'est-ce que je vous ai écrit K là? Ah, j'avais déjà corrigé la dernière fois et j'ai oublié. Donc un homomorphisme de la requête dans la base de faits saturés. Un homomorphisme de la requête dans la base de connaissances, ça veut rien dire, hein, parce qu'un homomorphisme, c'est entre deux ensembles d'atomes. Et puis, si ma requête n'est pas booléenne, en fait, je vais dire qu'un ensemble de constantes est une réponse à ma requête. Si j'ai un homomorphisme de la requête qui envoie chaque variable réponse sur la constante qui correspond. Hein, vous vous souvenez de ça? Donc si je reviens à mon exemple des pistes cyclables, j'ai ma base de faits saturée. Et alors, où est passée la requête? Là, elle a disparu. Ah oui, voilà. Donc, j'avais ma requête qui me disait trouver tous les x tels que j'ai un chemin de A à x et un chemin de x à d. Donc en fait, si je considère une constante quelconque, j'ai mis petit c là pour pas qu'on confonde avec le grand C. Hein. Donc pour n'importe quelle constante, le singleton composé de cette constante, la petit c, est une réponse à ma requête sur la base de connaissances. Si j'applique les définitions, hein, la base de connaissances a pour conséquence la requête booléenne que j'obtiens en remplaçant x par petit c. D'accord? Et donc pour faire ça, pour savoir, donc ce qu'on a vu, c'est que quelque chose était conséquence de la base de connaissances si et seulement si c'était conséquence de la base de faits saturés. Et pour calculer la conséquence à partir d'une base de faits, on sait qu'on peut le faire en recherchant des homomorphismes. Donc on va rechercher les homomorphismes de la requête dans la base de faits saturée. Et puis finalement, alors j'ai pas mis les trois homomorphismes, hein, mais on trouvait que x pouvait prendre la valeur b, ou c, ou d. Donc là, j'ai juste extrait les valeurs de la variable réponse.
Donc les réponses à la requête sur la base de faits saturés, ce sont les singletons B, C et D. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc voilà, on a fini la première partie du cours d'aujourd'hui. Hein. Donc vous réfléchirez enfin, vous reprendrez ça à tête reposée, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est, voilà, on a des bases de connaissances qui ont une très bonne propriété, qui est qu'elles ont un unique plus petit modèle. Donc pour déterminer ce qui est conséquence de la base de connaissances, il suffit de rechercher ce qui est vrai avec ce plus petit modèle. On n'a pas besoin de passer en revue tous les modèles de la base de connaissances. Donc ce plus petit modèle, c'est une intersection de tous les modèles de la base de connaissances. Et en plus, avec nos requêtes conjonctives, donc pour vérifier si quelque chose est un modèle de la requête, eh bien, ça revient à chercher s'il y a un homomorphisme de la requête dans la base de faits qui correspond à ce modèle. Donc pour une base de connaissances, on a la base de faits saturée. Et si on prend le modèle canonique de la base de faits saturée, ça correspond aussi à un plus petit modèle de la base de connaissances. C'est pour ça que finalement on a des homomorphismes partout, hein, pour appliquer les règles et pour répondre à des requêtes. Eh bien, on va faire une petite pause et puis on passera à la suite. Donc ensuite, on ne parlera plus de logique. Hein. Ça, c'était la partie, voilà, la partie sur la sémantique logique. Donc pause. Je vais interrompre enfin, je vais mettre l'enregistrement en pause. Voilà. Donc on reprend il est 33. Allez, on se laisse. Disons qu'on reprend à -10. On reprend à 16h50.